En mai 2024, les étonnantes aurores qui ont illuminé le ciel nocturne ont démontré toute la puissance des radiations émises par les tempêtes solaires. Mais parfois, notre Soleil fait des choses bien plus destructrices. Je parle des événements liés aux particules solaires. Au cours de ceux-ci, des explosions de protons provenant directement de la surface du Soleil peuvent jaillir comme de gigantesques projecteurs cosmiques. D'après les relevés, une éruption extrême de particules frappe la Terre tous les 1000 ans environ. Il cause souvent de graves dommages à la couche d'ozone et augmente les niveaux de rayonnement ultraviolet à la surface de notre planète. Heureusement, le champ magnétique terrestre constitue un puissant cocon protecteur. Il repousse les radiations chargées d'électricité en provenance du Soleil. Dans son état normal, ce champ fonctionne comme un énorme aimant, avec des lignes de champ qui partent d'un pôle, font le tour de la planète et retombent à l'autre pôle. Ce schéma est parfois appelé pamplemousse inversé. Cette orientation verticale du champ magnétique au pôle permet à certains rayonnements cosmiques ionisants de traverser le champ jusqu'à la haute atmosphère. Là, il interagit avec les molécules de gaz et produit les lueurs que nous connaissons sous le nom d'aurore. Mais au fil du temps, la bulle protectrice de la Terre se modifie. Au cours du siècle dernier, le pôle magnétique nord s'est déplacé à une vitesse d'environ 40 km par an à travers le nord du Canada. De plus, il s'est affaibli de plus de 6%. Plus choquant encore, d'après les archives géologiques, il y a eu des périodes de plusieurs siècles et millénaires pendant lesquelles le champ magnétique de notre planète était très faible ou totalement absent. Mais nous reviendrons sur ces périodes tragiques plus tard. Il est facile d'imaginer à quoi ressemblerait notre planète sans sa bulle protectrice en observant Mars. La planète rouge a perdu son champ magnétique global il y a très longtemps. Et lorsque ce champ a disparu, la majeure partie de l'atmosphère de Mars s'est elle aussi volatilisée. En mai 2024, la planète a subi un puissant bombardement de particules solaires. Ce phénomène a perturbé le fonctionnement de la sonde Mars Odyssey et a entraîné une augmentation des niveaux de radiation à la surface de la planète rouge. Ils étaient 30 fois plus élevés que ce qu'une personne reçoit lors d'une radiographie du thorax. L'atmosphère supérieure du Soleil émet en permanence un flux changeant d'électrons et de protons, le vent solaire. Parallèlement, la surface de l'étoile produit des bouffées d'énergie, principalement constituées de protons, lors d'événements impliquant des particules solaires. Ces bouffées d'énergie sont liées aux éruptions solaires, des explosions extrêmement puissantes de rayonnement électromagnétique qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. Les protons sont beaucoup plus lourds que les électrons et transportent plus d'énergie. C'est pourquoi ils peuvent atteindre les niveaux inférieurs de l'atmosphère terrestre et activer les molécules de gaz présentes dans l'air. Ces molécules activées émettent des rayons X invisibles à l'œil nu. Des dizaines et des centaines d'événements de particules solaires relativement faibles se produisent au cours de chaque cycle solaire. Parlons un peu de ces cycles. De loin, le Soleil semble calme et stable. Mais si vous zoomez, vous verrez que sa surface est constamment en ébullition et en mouvement. Il se transforme sans cesse, passant d'un océan de feu uniforme à un chaos de plasma déformé, et vice-versa, selon un cycle continu. Tous les 11 ans environ, le champ magnétique de notre étoile s'en mêle littéralement. Imaginez une boule faite d'élastique serré, et vous aurez une idée de ce à quoi il ressemble. Et puis, à un moment donné, le champ se brise, et se retourne complètement, transformant le pôle nord en pôle sud. Juste avant cet événement, le Soleil accélère son activité. Il se met à cracher de gigantesques boules de plasma enflammées, à émettre de puissants flux de radiation et laisse apparaître des taches de la taille d'une planète à sa surface. Cette période porte le nom de maximum solaire. C'est une période assez dangereuse pour la Terre, car elle est alors régulièrement frappée par des tempêtes solaires. Ces tempêtes peuvent perturber les communications et endommager les infrastructures électriques. Pire encore, les tempêtes solaires peuvent nuire aux astronautes qui travaillent dans l'espace et même faire s'écraser des satellites sur la planète. Lorsque le cycle s'achève, il s'estompe pour laisser place au minimum solaire, puis un nouveau cycle commence. Revenons à nos événements de particules solaires. Les chercheurs en ont trouvé des traces extrêmement puissantes tout au long de l'histoire de la Terre. Certains de ces événements furent des milliers de fois plus puissants que tout ce que nos instruments modernes ont jamais enregistré. Ces événements solaires extrêmes se produisent environ tous les quelques millénaires. Le plus récent s'est produit vers l'an 993 de notre ère.
Au-delà de leur effet immédiat, les événements de particules solaires peuvent déclencher une chaîne de réactions chimiques dans la haute atmosphère. Ces processus entraînent souvent une diminution de l'ozone, ce qui n'est pas une bonne chose. L'ozone absorbe les rayons UV qui peuvent endommager non seulement notre vue, mais aussi l'ADN de tous les êtres vivants. En outre, la modification des quantités d'ozone dans l'atmosphère peut avoir une incidence sur le climat. Lors d'une étude récente, des chercheurs ont utilisé de grands modèles informatiques pour examiner comment les événements extrêmes de particules solaires affectent la Terre. Ils ont découvert que si un bombardement de protons nous frappe à un moment où le champ magnétique de notre planète est très faible, les dommages causés à l'ozone peuvent durer 6 ans. En outre, le niveau de rayonnement UV peut augmenter de 25%, ce qui accroît les dommages causés par l'énergie solaire d'environ 50%. Apparemment, cette combinaison spectaculaire d'un champ magnétique faible et d'une éruption de protons se produit assez souvent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait même expliquer certains événements mystérieux survenus dans le passé de notre planète. Par exemple, la période la plus récente de champs magnétiques faibles a commencé il y a 42 000 ans et a duré environ 1 millier d'années. Cette période a entraîné une inversion temporaire des pôles nord et sud. Plusieurs événements majeurs de l'évolution se sont produits pendant cette période. Par exemple, les derniers néandertaliens ont disparu en Europe et la mégafaune marsupiale s'est éteinte en Australie. Oui, malheureusement, nous ne verrons plus de wombats ni de kangourous géants. Un autre événement lié à l'évolution, encore plus important, pourrait également avoir été associé au champ géomagnétique de la Terre. Les animaux multicellulaires sont apparus à la fin de la période édiacarienne, qui a débuté il y a environ 635 millions d'années. Cette apparition a eu lieu après une période de 26 millions d'années, au cours de laquelle le champ magnétique était extrêmement faible, voire inexistant. L'évolution rapide de différents groupes d'animaux lors de l'explosion cambrienne, il y a environ 539 millions d'années, pourrait également avoir été liée à des niveaux élevés d'UV et au géomagnétisme. L'évolution simultanée de coquilles, dures et d'yeux dans de nombreux groupes non apparentés pourrait être le résultat de la nécessité de détecter les rayons UV et de s'en protéger. Une inversion complète des pôles magnétiques de la Terre pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète. Heureusement, de tels retournements ne se produisent pas du jour au lendemain. Le processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le champ magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. C'est pourquoi la magnétosphère continue de protéger la planète contre les rayons cosmiques et les particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière atteint la surface de la Terre. Les champs magnétiques de notre planète sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement, on le qualifie de conducteur. Le métal est un excellent conducteur et nous l'utilisons souvent pour transférer des courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons qui se déplacent dans le métal. Le courant est ce qui génère un champ magnétique. Le noyau externe de la Terre est constitué de fer et de nickel liquide. En d'autres termes, il y a des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Des courants de charge se déplacent constamment dans le noyau, et le métal liquide s'y déplace et y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique forme alors comme une bulle autour de la planète. Il s'agit de la magnétosphère, située au-dessus de la partie supérieure de l'atmosphère. Cette couche nous protège, en déviant les rayonnements cosmiques de haute énergie, qui, sans elle, seraient extrêmement dangereux pour toutes les formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère. Cette couche de l'atmosphère de notre planète contient une grande quantité d'ions et d'électrons libres et est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et les vents solaires magnétisés est ce que les scientifiques appellent la météo de l'espace. Mais le vent solaire est généralement modéré et le temps demeure au beau fixe. Présente depuis plus de 3 milliards d'années, une partie de la croûte terrestre la plus ancienne se désintègre aujourd'hui. Si les continents semblent actuellement immobiles, ils ont connu d'importants déplacements et réagencements au fil du temps. Ce phénomène est rendu possible par l'activité tectonique, qui provoque le lent glissement des plaques terrestres, à l'image des pièces d'un vaste puzzle en mouvement. Les parties les plus stables de ces pièces de puzzle sont désignées sous le nom de cratons. Ces formations rocheuses, à la fois très anciennes et extrêmement résistantes,
constituent les racines des continents et assurent leur cohésion. Le craton nord-américain, par exemple, englobe une grande partie des États-Unis, environ la moitié du Canada, ainsi que la majorité du Groenland. Les scientifiques ont identifié près de 35 cratons majeurs à travers le monde. Grâce à leur robustesse, ces structures sont restées pratiquement immuables durant des centaines de millions d'années. Toutefois, en 2014, il a été découvert que leur caractère prétendument indestructible n'était pas absolu. Certains cratons ont perdu une partie de leurs racines solides sous l'effet de processus géologiques spécifiques, entraînant un amincissement et une fragilisation de leur structure. Ces observations suggèrent que des modifications tectoniques supplémentaires pourraient compromettre leur stabilité. En 2024, des scientifiques de l'Université des géosciences de Chine ont analysé une ancienne masse terrestre appelée le craton de Chine du Nord, ou NCC en abrégé. Ils voulaient en savoir plus sur la façon dont certaines des régions rocheuses les plus anciennes sur Terre pouvaient se disloquer. Ce processus de désintégration des cratons est appelé décratonisation. Le NCC suscite un intérêt particulier, car il se compose de 3 principales subdivisions: le bloc occidental, le bloc oriental et l'orogène Transnord-Chine, une zone intermédiaire située entre ces 2 blocs. Les études ont révélé que, durant l'ère mésozoïque, le bloc oriental a perdu ses racines anciennes sous l'effet d'intenses mouvements tectoniques et magmatiques, connus sous le nom d'événements tectono-magmatiques. Les scientifiques ont cherché à comprendre précisément comment les processus au sein du manteau terrestre et les mouvements des plaques tectoniques ont conduit à la désintégration du NCC. Ils ont élaboré des modèles en 4 dimensions pour illustrer l'évolution de sa forme au fil du temps, incluant les changements de sa surface, l'étirement de ses couches, ainsi que la propagation des ondes sismiques en son sein. Ils ont constaté qu'une partie de la plaque tectonique s'était enfoncée sous le craton avant de reculer. Ce mouvement de retour accompagné d'un étirement a entraîné un amincissement de la roche solide, la rendant instable. Ce processus aurait débuté il y a environ 200 millions d'années, durant la période jurassique, à l'époque où les dinosaures régnaient sur la planète. Le craton de Chine du Nord n'est pas la seule région concernée par le phénomène de décratonisation. D'autres cratons, tels que ceux d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore de la région du Yangtze en Chine, pourraient avoir connu des évolutions similaires. Les chercheurs estiment que cela illustre les transformations progressives des continents terrestres sur des milliards d'années. En géologie, aucun lieu ne semble complètement à l'abri de tels bouleversements, mais cela ne constitue pas une raison de s'inquiéter. Vous ne le remarquez pas, mais notre planète est en mouvement constant. Un phénomène parfaitement naturel. Toutefois, ces déplacements peuvent parfois entraîner des transformations spectaculaires. En 2017, les scientifiques ont officiellement annoncé que la Zélandia pouvait être considérée comme un nouveau continent. Les plateaux continentaux de ce mystérieux territoire reposent à une profondeur d'environ 1000 mètres sous le niveau de la mer. La croûte océanique plonge encore plus profondément, atteignant les 3000 mètres. Les géologues ont exploré ces profondeurs pour récupérer des échantillons du plancher océanique. Ils ont découvert qu'à la différence de la croûte océanique voisine, composée de roches basaltiques récentes, la croûte entourant la Nouvelle-Zélande est constituée d'un mélange de granit ancien, de calcaire et de grès, caractéristique d'une croûte continentale. De plus, les chercheurs ont découvert une étroite bande de croûte océanique qui sépare l'Australie du territoire dissimulé de Zélandia. Cela prouve que ces 2 régions constituent des continents distincts. Il y a 85 millions d'années, la Zélandia s'est séparée du supercontinent Gondwana. Des millions d'années plus tard, la puissante plaque pacifique, véritable championne des plaques tectoniques, a plongé sous la croûte continentale de Zélandia. C'est ainsi que la racine de la Zélandia, cette connexion à sa croûte continentale, s'est rompue et s'est enfoncée dans les profondeurs marines. Et ce n'est pas la seule nouvelle tectonique provenant de cette région du monde. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique constituaient un seul et même morceau de terre. Après avoir emprunté des trajectoires différentes, l'Antarctique n'est pas parti sans rien emmener. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, se trouve un plateau océanique qui, autrefois, était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen. Les scientifiques estiment qu'il servait de pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'archipel des Kerguelen, situé dans l'océan Indien méridional. Ces îles sont le dernier vestige de cet ancien continent. Elles présentent un climat froid et sont couvertes de glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, par le passé, le climat y était plus tempéré.
avec des précipitations abondantes. La faune et la flore y étaient sans doute similaires à celles que l'on trouve actuellement dans les régions tropicales. Un autre continent perdu, quant à lui, ne se cache pas sous les flots, mais sous l'Europe elle-même. Il porte le nom de Grand Adria et entra en collision avec le continent européen avant de commencer à s'enfoncer sous celui-ci, il y a environ 100 millions d'années. Actuellement, il se trouve sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et même sa forme rappellent celle du Groenland, la plus vaste île au monde. Le Grand Adria n'est plus visible aujourd'hui, mais il a laissé de nombreuses traces. Certaines de ses parties ont été intégrées dans les Alpes. D'autres fragments se retrouvent dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires provenant de cet ancien continent ont commencé à se transformer une fois enfouies sous la masse terrestre européenne. La chaleur intense et la pression exercée durant des dizaines de millions d'années ont altéré leur structure. C'est ainsi que le calcaire a disparu au profit du marbre. Le Grand Adria n'était pas une terre solide comme le continent que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt une immense plateforme sous-marine peu profonde. Au fil du temps, le sable, la boue et diverses matières se sont accumulées sur cette plateforme pour progressivement se transformer en roche. Le Grand Adria pourrait avoir ressemblé à la Zélandia ou aux Keys de Floride, une chaîne d'îles située dans une mer peu profonde. Au-dessus de l'eau, il y avait probablement de nombreux îlots et archipels, tandis que sous les vagues, des récifs coralliens multicolores regorgèrent de vie. Si vous y aviez vécu à cette époque et disposiez d'un équipement de plongée, cet endroit aurait offert un cadre idéal pour l'exploration sous-marine. Avec tous les bouleversements liés au craton, qui sait, nous pourrions assister à l'émergence d'un nouveau continent dans l'avenir. L'étude approfondie de la croûte terrestre pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la planète. À Copenhague, des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant l'origine réelle de la Scandinavie. Et cela ne se situe pas là où l'on pensait. Après avoir analysé du sable et des roches provenant de régions isolées de la Finlande, ils ont conclu que les racines de la Scandinavie provenaient en fait du Groenland, il y a plus de 3,750 milliards d'années. Cela signifie que la région actuelle des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège et Finlande, est en réalité âgée de 250 millions d'années de plus que ce que les scientifiques imaginaient précédemment. Cette découverte a été rendue possible grâce à de minuscules cristaux appelés zircons, découverts dans les sables des rivières finlandaises. En étudiant leur composition chimique, les chercheurs ont constaté que l'âge des cristaux correspondait à celui des roches du Groenland et non de la Scandinavie. Les scientifiques ont utilisé des techniques spécifiques pour analyser des éléments tels que l'uranium, le plomb, le lutécium et l'hafnium, et ont ainsi déterminé que la base rocheuse de la Scandinavie s'était probablement détachée du Groenland il y a plusieurs milliards d'années. Une petite graine de terre aurait alors dérivé à travers la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ce fragment se serait finalement installé là où se trouve aujourd'hui la Finlande. Au fil du temps, de nouvelles couches rocheuses se sont formées autour de cette graine, donnant naissance à la Scandinavie que nous connaissons sur les cartes actuelles. Cette même étude pourrait nous inciter à revoir la manière dont les continents de la Terre se sont initialement formés. La théorie la plus répandue suggère que la croûte continentale a commencé à se développer dès la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards d'années. Toutefois, de récentes recherches montrent que la croissance des continents n'a commencé qu'1 milliard d'années plus tard. Selon les scientifiques, les continents terrestres auraient-ils peut-être vu le jour à partir de petites graines de croûte ancienne réparties en divers endroits de la planète. Ces graines se sont développées au fil du temps, formant les masses terrestres actuelles. Elles ne se retrouvent pas uniquement en Scandinavie, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud et en Inde. Toutefois, les chercheurs ne savent pas si toutes ces graines proviennent du même endroit, ou si elles se sont développées indépendamment dans différentes régions. Il reste donc beaucoup à découvrir, et il est essentiel que les scientifiques poursuivent leur investigation pour déterminer si toutes ces graines anciennes sont connectées. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas,
La supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova. Pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Play pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons, des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés et il neigeait même en Chine au mois d'août.
Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle. Une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes, car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite, l'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? Les supervolcans les plus grands et les plus méchants de notre planète se réveillent. Lorsqu'ils entreront en éruption, vous le remarquerez certainement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques craignent que nous n'ayons pas assez de temps pour nous préparer et faire face aux conséquences d'une super éruption. On observe une activité volcanique près de la ville italienne de Naples. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre Vésuve, mais avec un autre volcan. Celui-ci est plus difficile à voir car son sommet n'est pas aussi élevé. Mais ne vous laissez pas abuser par ce mauvais garçon. Il pourrait être bien plus dangereux que son gigantesque voisin. Il possède un énorme cratère d'environ 13 km de large. Ce volcan porte le nom de champ Phlégréen. Il s'agit de l'un des plus grands d'Europe, et il se trouve dans le golfe de Pouzzoles. Les champs Phlégréens sont entrés en éruption il y a 39 000 ans, avec une explosion si massive qu'elle a répandu des cendres dans toute la région méditerranéenne. Elle a également provoqué une baisse de température de plus de 9 degrés Celsius dans toute l'Europe de l'Est. Ce fut la plus grande éruption volcanique du continent en 200 000 ans. Depuis, les champs Phlégréens ont connu des éruptions plus modestes, la dernière datant de 1538. Aujourd'hui, la région regorge de petits cratères, de sources d'eau chaude et de bassins bouillonnants qui prouvent que ce supervolcan est toujours bien vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Depuis le début des années 2000, le sol du cratère géant et de la ville voisine s'élève lentement de 3 à 4 cm par an. Au moins 150 tremblements de terre ont secoué cette zone ces derniers temps. En mai 2024, un séisme d'une magnitude de 4,4 s'est produit dans la région, le plus important des 40 dernières années. Les habitants ont dû quitter leur maison et camper à l'extérieur car ils craignaient d'autres tremblements de terre. Personne ne sait comment les champs Phlégréens se comporteront dans les mois et les années à venir. Alors les autorités organisent des exercices d'évacuation pour préparer la population au pire.
Mais ce volcan italien ressemble à un chaton innocent comparé à la caldeira de Yellowstone. Pour qu'un volcan mérite le titre de supervolcan, il doit être capable de produire des éruptions catastrophiques et d'éjecter d'énormes quantités de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Le géant de Yellowstone répond à ces critères. Même s'il bouge de temps en temps, ce supervolcan américain n'est pas entré en éruption depuis 640 000 ans. Mais lorsqu'il se réveillera, il le fera probablement avec une puissance incroyable, équivalente à celle que peuvent produire 10 énormes centrales nucléaires. Sous le sol de Yellowstone, il y a une zone très chaude remplie de roches en fusion, le magma. Au fur et à mesure que toute cette matière brûlante se déplace dans ce que l'on nomme la chambre magmatique, le sol au-dessus commence à se gonfler et à s'élever. Lorsque le magma se refroidit, le sol s'affaisse. Entre 2004 et 2009, le sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm, mais il a commencé à redescendre lentement en 2010. Les scientifiques ne savent pas si ce volcan entrera bientôt en éruption. Mais il existe un autre grand volcan, la caldeira de Long Valley, en Californie. Il est actif depuis 1980 et pourrait représenter une menace très importante pour les habitants de cet État. Les scientifiques qui l'étudient ont découvert qu'il n'avait eu besoin que d'une petite année pour préparer sa plus grande éruption, survenue il y a 760 000 ans. C'est une mauvaise nouvelle, car l'éruption d'un supervolcan peut avoir un impact considérable sur la planète, comme l'éruption du volcan Toba à Sumatra, il y a environ 74 000 ans. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue en 28 millions d'années. Elle a recouvert une partie de l'Indonésie, de l'Inde et de l'océan Indien d'une épaisse couche de débris volcaniques, comme une couverture de 15 cm. La quantité de roches rejetées correspondait à près de 3 millions d'Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres. Le cratère géant créé à cette occasion est toujours visible depuis l'espace. Toute la cendre ainsi que des gaz se sont élevés dans l'air et ont bloqué une partie de la lumière du soleil. Résultat, un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans. Certains scientifiques pensent que cette éruption a pu affecter les premiers hommes. À l'époque de l'éruption du Toba, la population humaine a connu une chute brutale. Certains affirment même que, pour cette raison, les hommes modernes sont tous issus d'un petit groupe de survivants. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, la plupart des premiers hommes d'Europe et d'Asie n'ont pas survécu au climat froid et rude qui a suivi l'éruption. Seuls quelques chanceux, en Afrique, auraient surmonté cette épreuve. Tous les scientifiques ne s'accordent pas sur cette hypothèse, certaines données archéologiques et climatiques témoignant d'une toute autre histoire. Un autre volcan qui a profondément changé le monde est le Tambora, en 1815. L'année qui a suivi est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Il faisait froid et pluvieux, et il y avait de la neige et du gel jusqu'en plein mois d'août, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le fait que le volcan a rejeté des quantités énormes de dioxyde de soufre dans le ciel. Le gaz s'est ensuite répandu dans le monde entier, ce qui a eu pour effet de refroidir la planète. L'éruption du Tambora a également provoqué des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à près de 10 000 personnes. Par la suite, environ 80 000 autres personnes sont décédées en raison des conséquences de l'éruption. Le froid a détruit les récoltes, si bien que la nourriture est devenue très chère. Et comme les chevaux étaient alors notre principal moyen de transport, le prix de l'avoine a lui aussi augmenté de façon considérable. Certains pensent même que cela a conduit à l'invention d'un tout nouveau moyen de transport en 1817, la bicyclette. L'éruption a rendu la Terre plus froide pendant environ 3 ans. Mais même s'il s'agissait là d'un événement d'une puissance rare, c'est la catastrophe du Krakatoa, un autre volcan indonésien, qui a remporté la palme en 1883. À cette époque, il était tout simplement plus facile de diffuser des informations grâce aux télégrammes et aux photos. Son explosion finale fut le bruit le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la Terre. L'éruption a déclenché un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si nous n'avions que 12 mois pour nous préparer à l'éruption d'un supervolcan, il nous serait vraiment difficile de stocker suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais ne paniquez pas tout de suite. Les éruptions de supervolcans sont très rares. La dernière s'est produite il y a 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. Les scientifiques pensent qu'une super-éruption se produit en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Mais ce qui est triste, c'est que la Terre ne suit pas une chronologie parfaite. Il pourrait y avoir des super-éruptions avec des intervalles plus courts et des périodes de calme plus longues. Étant donné qu'il y a déjà eu 2 super-éruptions au cours des 100 000 dernières années, il y a toujours un risque que l'une d'entre elles se reproduise plus tôt que prévu.
En plus des supervolcans de Yellowstone et de Long Valley, les scientifiques font état de quelques points chauds moins connus mais tout aussi inquiétants. Au Chili, la Laguna del Maule est entrée en éruption par le passé, laissant derrière elle un immense cratère. Au cours des 20 dernières années, le sol s'est mis à s'élever de près de 0,3 mètres par an, soit très rapidement. Certaines personnes s'inquiètent du fait que cela pourrait être le signe d'une grande éruption à venir. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas encore assez de magma pour qu'une catastrophe survienne. En Bolivie, le volcan Uturuncu se réveille également. Il fait partie d'un groupe de volcans qui ont fait parler d'eux par le passé. Depuis les années 60, le sol autour de l'Uturuncu se soulève, mais la dernière éruption remonte à 250 000 ans. Même si le magma remonte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. La probabilité qu'une super éruption se produise au cours de notre vie est de 1 sur 1400, ce qui est assez faible, et il n'y a donc pas de raison de s'alarmer outre mesure. Mais tout comme quelqu'un gagne à la loterie chaque semaine avec de très faibles chances, une super éruption pourrait se produire un jour ou l'autre. Et lorsqu'elle se produira, nous devrons absolument être prêts. Fin décembre 2021, un volcan sous-marin au nom plutôt exotique, le Hunga Tonga, s'est réveillé après plusieurs années de sommeil. Il l'a fait avec tant d'énergie et de force que les gens ont entendu l'éruption à plus de 180 km de distance. Il s'est ensuite rendormi, mais quelques semaines plus tard, il s'est réveillé à nouveau avec une force 7 fois supérieure. Il a coupé en deux l'île située au-dessus de lui. La tempête de foudre qui s'est déclenchée à la suite de l'éruption a été la plus intense jamais enregistrée dans l'histoire. Les ondes sonores de l'éruption ont fait plusieurs fois le tour de la planète. Quelqu'un a même entendu une forte explosion en Alaska, à 10 000 km de là. L'éruption a déclenché le premier méga-tsunami connu depuis l'Antiquité. Ce tsunami a coûté la vie à 2 personnes au Pérou et a même causé des ennuis à 2 pêcheurs californiens. Mais ce n'est pas tout. Cette éruption pourrait avoir modifié les conditions météorologiques de notre planète pour plusieurs années. Vous en aurez peut-être vu les premiers signes au cours de l'été 2024, dont on avait dit qu'il serait anormalement humide. Les scientifiques pensent que l'éruption a été provoquée par une immense accumulation de gaz. Différents minéraux, dont de l'anhydrite, du quartz et des sulfures, se seraient accumulés pendant plusieurs mois jusqu'à bloquer les voies d'écoulement et emprisonner le gaz à l'intérieur du Hunga Tonga. Normalement, lorsqu'un volcan entre en éruption, ces fumées provoquent un refroidissement temporaire à la surface de la Terre. Mais l'éruption du Hunga Tonga était différente. Elle n'a pas produit beaucoup de fumée, mais a libéré une énorme quantité de vapeur d'eau, équivalente à 60 000 piscines olympiques. La chaleur intense de l'éruption a transformé d'énormes quantités d'eau de mer en vapeur, qu'elle a ensuite projetée dans l'atmosphère. Toute cette vapeur d'eau s'est retrouvée dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère beaucoup trop sèche pour qu'y apparaissent des nuages. Les scientifiques ne disposent d'aucune donnée sur ce genre d'éruption volcanique, et sont par conséquent incapables de prédire les effets qu'elles auront sur les conditions météorologiques. Ils ne savent pas non plus exactement combien de temps ces effets pourraient endurer. En effet, le seul moyen de mesurer la vapeur d'eau stratosphérique est d'utiliser des satellites, et ils n'existent que depuis 1979, période durant laquelle il n'y a pas eu d'éruption similaire à celle du Hunga Tonga. Des experts de différents pays ont commencé à analyser les données satellitaires juste après l'éruption du Hunga Tonga. Ils voulaient savoir combien de temps la vapeur d'eau resterait dans la stratosphère, où elle irait et, surtout, ce que cela signifierait pour la planète. La première conséquence importante de l'éruption a été un énorme trou dans la stratosphère, qui s'est maintenu pendant plusieurs mois en 2023. Lorsqu'il est apparu, la vapeur d'eau avait atteint la stratosphère polaire au-dessus de l'Antarctique. Mais par la suite, il n'y aura plus assez de vapeur pour agrandir ce trou. Le Hunga Tonga n'aura finalement, semble-t-il, qu'un effet minime sur les températures mondiales. Mais certains effets régionaux durables et surprenants sont à craindre. L'un de nos modèles scientifiques prévoit des hivers plus froids et plus humides dans le nord de l'Australie, jusqu'en 2029 environ. En Amérique du Nord, des hivers plus chauds sont prévus, et la Scandinavie pourrait connaître des hivers encore plus rigoureux. Il ne s'agit cependant que d'une étude et d'une manière de comprendre comment l'éruption du Hunga Tonga pourrait modifier notre climat. Nous avons dans l'histoire au moins un exemple d'une éruption volcanique ayant bouleversé la planète. Il y a plus de 2 siècles, en 1815, le Tambora est entré en éruption et a provoqué une année sans été. L'année suivante, l'hiver a été exceptionnellement froid et humide en Europe et en Amérique du Nord.
Une étude récente a confirmé que l'année 1816 n'aurait pas été aussi froide sans cette éruption volcanique. Les effets immédiats de l'éruption ont été catastrophiques. Des tsunamis ont détruit des maisons, 10 000 personnes ont perdu la vie et 80 000 autres sont tombées malades. L'éruption du Tambora a été l'une des plus puissantes du dernier millénaire. Elle a éjecté une énorme quantité de dioxyde de soufre qui s'est ensuite rapidement répandue dans le monde entier. Le résultat, c'est qu'il n'avait pas fait aussi froid depuis au moins 250 ans sur Terre. En mai, le gel a détruit la plupart des récoltes dans les États de New York, du Massachusetts, du New Hampshire et du Vermont. En juin, une neige abondante est tombée sur Albany, dans l'État de New York, et sur Dennisville, dans le Maine. Le New Jersey a connu 5 nuits consécutives de gel. Le froid s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'été, qui aurait dû être la saison des récoltes. Mais en juillet, les lacs et les rivières étaient encore gelés jusqu'au nord-ouest de la Pennsylvanie. Et le gel a persisté en Virginie jusqu'à la fin du mois d'août. Les températures passaient d'un maximum estival supérieur à la normale à une température proche du point de congélation en l'espace de quelques heures seulement. La météo était totalement imprévisible. Les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Le coût de l'avoine pour les chevaux, qui constituait le principal moyen de transport, a également augmenté de manière significative. Certains pensent que cette situation a incité Karl Drais à inventer la bicyclette en 1817. Le Tambora a complètement modifié les conditions météorologiques, non pas pendant 1 an, mais pendant 3 ans. La planète entière s'est refroidie, et les récoltes ayant été mauvaises, au moins 1 million de personnes sont mortes de faim. Les scientifiques ne connaissent aucune éruption volcanique ayant fait plus de victimes que celle du Tambora. Mais l'éruption du Krakatoa, en Indonésie, en 1883, est plus célèbre que celle du Tambora, car les informations à son sujet se sont répandues dans le monde entier par le biais de télégrammes et de photos. Son explosion finale a été le son le plus fort jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la planète. L'éruption a provoqué un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté, soit 42 mètres. Elle a cependant été moins puissante que l'éruption du Tambora. L'île qui abritait le Krakatoa a disparu lors de cet événement, mais de nouvelles éruptions ont, une 50aine d'années plus tard, créé le cône connu sous le nom d'Enfant de Krakatau, au centre de la caldeira de l'ancienne éruption. Le nouveau volcan s'anime encore de temps en temps. L'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi, est l'une des catastrophes volcaniques les plus connues de l'histoire. Elle a coûté la vie à environ 2000 personnes, soit beaucoup moins que celle du Tambora. Selon un célèbre auteur romain de l'époque, l'éruption a duré 18 heures. Pompéi a été recouverte d'une couche de cendres et de pierres ponces d'une épaisseur supérieure à 2 fois la taille moyenne d'un être humain. Le littoral voisin a également changé de manière spectaculaire. Dans le monde d'aujourd'hui, les conséquences des éruptions volcaniques sont souvent plus dangereuses que les éruptions elles-mêmes. Grâce aux progrès technologiques, nous pouvons désormais prévoir les éruptions avec précision et mettre en œuvre des mesures de sécurité telles que les évacuations et les annulations de vols. Mais les risques restent importants en raison du changement climatique et de la sécheresse, en particulier dans des régions comme l'Inde, l'Asie de l'Est et l'Afrique orientale, qui sont soumises à la mousson. Les éruptions volcaniques peuvent également avoir des effets inattendus. Parmi celles-ci, on peut citer l'évolution des dinosaures, qui étaient au départ gros comme des chats et attendaient patiemment leur heure de gloire. Ce moment est arrivé il y a environ 230 millions d'années. Cette période était connue sous le nom d'épisode pluvial du Carnien. Avant ça, la Terre n'avait qu'un supercontinent sec et aride, la Pangée. C'est alors que 4 événements volcaniques majeurs ont projeté d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les températures et l'humidité de la planète ont alors grimpé en flèche. Ces éruptions massives ont très probablement été provoquées par l'éruption de la grande province ignée de Wrangelia, dans ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique prolongée a créé les conditions propices à l'épanouissement et à la diversification des dinosaures, ainsi qu'à l'apparition d'autres groupes tels que les conifères modernes, les fougères, les crocodiles, les tortues, les insectes et les premiers mammifères. Avec des températures plus élevées et davantage de précipitations, les plantes terrestres ont évolué, et les plus friandes en humidité sont devenues dominantes. Sans ces changements, notre histoire naturelle aurait pu être complètement différente. Nous avons des preuves que l'activité volcanique a réellement modifié les conditions météorologiques de l'époque. Dans le noyau de la Terre,
Les scientifiques ont découvert des couches contenant différents types de carbone. Cela nous indique qu'il y a eu 4 émissions massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les données que nous possédons nous montrent également que les hautes concentrations de mercure ont été provoquées par un événement volcanique majeur qui a affecté le cycle global du carbone. Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5. Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%, et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter. Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse. En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés.
À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite. Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme. Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus de son niveau moyen. La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit, et l'eau est encore montée de 2,75 mètres à 1 heure du matin. L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 mètres. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 mètres de haut. Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité. Les éclipses solaires sont étonnantes. La Lune et le Soleil semblent se superposer parfaitement dans notre ciel, alors qu'en réalité, le Soleil est beaucoup plus grand, environ 400 fois. Le truc, c'est que la Lune est aussi environ 400 fois plus proche de notre planète, de sorte que nous avons l'impression qu'ils ont la même taille. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de notre planète, il n'y aura plus d'éclipse solaire. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm par an. En raison de ce phénomène, la Lune n'occultera plus complètement le Soleil. Les experts de la NASA ont calculé la date de la dernière éclipse solaire. Selon eux, il faudra encore attendre environ 600 millions d'années. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu'aucun d'entre nous ne sera là pour la voir. En parlant de choses que nous ne verrons pas de notre vivant, il faudrait peut-être ajouter l'explosion des étoiles. Grâce au télescope,
Nous savons à quoi ressemblent les étoiles lorsqu'elles s'éteignent, mais nous n'avons jamais assisté à ce phénomène de nos propres yeux. Bételgeuse n'est peut-être pas un nom familier pour vous. Il s'agit d'une supergéante rouge, située à environ 1000 années-lumière de la Terre. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle pourrait exploser et nous offrir un spectacle inédit, vu d'ici sur Terre. La date de l'explosion de cette étoile a toujours été un peu mystérieuse. Ce que nous savons, c'est que Bételgeuse se trouve dans les derniers stades de la combustion du carbone de son noyau. Et cette phase de combustion du carbone dure généralement 1 millier d'années. En conséquence, nous ne verrons pas d'étoiles s'effondrer de sitôt. Mais comme cet événement sera très probablement inoffensif pour notre planète, il sera très attendu par les générations futures. Si vous voulez apercevoir Bételgeuse dans le ciel nocturne, sachez qu'elle est généralement visible en janvier et en février, et qu'au début du mois d'août, elle est visible avant le lever du soleil. Sa teinte rouge-orange atténuée est unique et nous prouve que les étoiles ont bel et bien des couleurs. Notre planète subira également de nombreux changements à l'avenir. Si nous pouvions voyager quelques millions d'années dans le futur, il se pourrait bien que nous ne reconnaissions plus du tout la géographie de notre joli globe. Actuellement, la Terre compte 7 continents, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il est fort probable que cela change encore à l'avenir. Il y a environ 310 millions d'années, la Terre possédait un mégacontinent appelé la Pangée. Il y a environ 180 millions d'années, il a commencé à se désagréger. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que dans les 200 millions d'années à venir, nous pourrions assister à la formation d'un autre grand continent. En fait, il pourrait être en train de se former en ce moment même. Et il existe 4 scénarios principaux sur la façon dont cela pourrait se passer, chacun avec ses propres particularités. Ils nous ramènent tous à la division de la Pangée et à la manière dont nos continents continuent de bouger. Notre journée, le cycle de 24 heures dans lequel nous vivons, s'étire lui aussi lentement. Ce changement progressif nous conduira finalement à des journées de 25 heures. Et voici pourquoi. La rotation de la Terre, ce mouvement que nous effectuons chaque jour, ralentit un peu plus chaque année, et ce grâce à la Lune. En effet, notre satellite nous vole pour ainsi dire une partie de notre énergie terrestre. Nous sommes au courant de ce phénomène grâce au Laser Ranging Rétroréflector. Il envoie des faisceaux laser vers la Lune, et après avoir rebondi, ils mettent un peu plus de temps à revenir vers la Terre. Ce petit retard est un indice que nos journées vont en s'étirant. Alors, combien de temps faudra-t-il encore avant que nous disposions d'une heure de plus pour terminer nos corvées quotidiennes? Les experts de la NASA ont fait quelques calculs. Au cours du siècle dernier, nos journées se sont allongées d'environ 1,4 millisecondes. Si l'on fait un zoom arrière et que l'on examine les 2 derniers millénaires, en se basant sur les données historiques des éclipses solaires, notre journée s'est allongée en moyenne de 2,5 millisecondes par siècle. Je vous épargne le calcul. Il faudra environ 50 000 ans pour qu'une seule seconde vienne s'ajouter à notre journée. Cela signifie qu'il faudra 180 millions d'années pour qu'une journée sur Terre compte 25 heures. Et ce, bien sûr, si rien d'autre ne se produit entre-temps au niveau de la rotation de notre planète. La Voie lactée et l'une de ses plus proches voisines, Andromède, prévoient également de fusionner un jour ou l'autre. Nous ne serons pas là pour assister à cette rencontre, mais nous ne verrions de toute façon pas de grands changements au niveau de la Terre. La collision de galaxies peut sembler un peu inhabituelle, d'autant plus que nous savons que l'univers est en expansion. Si les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, comment se fait-il qu'elles puissent encore se rencontrer? Les galaxies proches ne se contentent pas de flotter. Elles ont chacune un effet sur l'autre, grâce à la gravité. C'est la raison pour laquelle la Voie lactée et Andromède se rapprochent à une vitesse d'environ 300 km par seconde. Si l'on fait le calcul, cela signifie que leur collision ne se produira pas avant 4 ou 5 milliards d'années. Et il y a fort à parier qu'elles se croiseront en douceur, sans aucun changement notable à l'intérieur de notre système solaire. Dans un avenir lointain, les étonnants anneaux glacés de Saturne ne seront plus là non plus. Du moins, si l'on en croit de récentes recherches. La mission Cassini de la NASA, qui a passé du temps en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017, a recueilli de nouvelles informations sur ces anneaux et sur la date de leur disparition. Les scientifiques débattent depuis longtemps de l'âge des anneaux de Saturne. Certains pensaient qu'ils étaient relativement jeunes,
leur glace étant encore fraîche et lumineuse. Au cours de milliards d'années, ils se seraient usés et assombris en raison des divers objets venus se mêler à eux. Mais ces anneaux étaient peut-être encore à un stade embryonnaire à l'époque où les dinosaures peuplaient la Terre. Lorsque des corps étrangers se faufilent entre les anneaux, ils poussent un peu de la matière du cercle le plus intérieur vers la planète, à un rythme assez rapide. Cassini a ainsi constaté que les anneaux perdaient énormément de masse chaque seconde. Cela signifie qu'ils ne seront plus visibles très longtemps, en termes cosmiques du moins. On estime qu'ils ne dureront plus que quelques centaines de millions d'années au maximum. Nous pourrions également manquer ce prochain événement cosmique, mais de peu. En effet, selon certaines estimations, il pourrait se produire dans une centaine d'années seulement. Le champ magnétique de la Terre pourrait s'effondrer et inverser les pôles nord et sud. Les chercheurs affirment que depuis 3000 ans, le champ magnétique de notre planète est en déclin constant. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions atteindre un point critique dans moins d'un millénaire. Pour que les pôles de la planète basculent, le champ magnétique doit s'affaiblir d'environ 90%, ce qui peut prendre des milliers d'années. Pendant cette phase de vulnérabilité, notre planète perd son bouclier protecteur et laisse passer davantage de rayons en provenance de l'espace. La dernière fois qu'une telle inversion des pôles s'est produite, c'était il y a près de 800 000 ans. Le problème, c'est que nous nous trouvons actuellement dans l'une des phases les plus risquées. Le champ magnétique s'affaiblit, mais il est possible qu'il reprenne de la vigueur. Toutefois, à ce rythme, il pourrait chuter brutalement en l'espace de quelques siècles ou d'un millénaire. Nous constatons déjà les effets de l'affaiblissement du champ magnétique sur nos satellites. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, il existe une région où le champ magnétique terrestre est 3 fois plus faible qu'au pôle. Les scientifiques appellent ça l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les satellites qui traversent cette zone connaissent régulièrement des problèmes électroniques. Personne ne sait pourquoi le champ magnétique est si faible dans cette région, et personne ne sait ce qu'il en sera à l'avenir. Selon une théorie, un tourbillon massif dans le noyau métallique externe de la Terre pourrait en être responsable. Il repousserait le champ magnétique loin de l'Atlantique Sud. Une autre idée est que ce champ, dans cette région, pointe dans la mauvaise direction, comme un mini-pôle qui se retourne.